Bonjour, bienvenue. Ça vaut le coup, c'est l'émission qui donne du sens à votre épargne chaque semaine sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du scope, non pas 1, 2, 3, mais du scope 4 avec vous, Axel Pierron. Bonjour Axel. Bonjour David. Directeur chez Morningstar Sustainalytics. Il faut parler de l'émergence donc d'un nouveau type de données carbone, pour ceux que ça intéresse, ceux qu'on appelle les investisseurs responsables. C'est le scope 4. Expliquez-nous simplement à quoi ça correspond. Alors effectivement, on voit aujourd'hui arriver le concept du scope 4. En tout cas, on voit qu'il reprend beaucoup d'intérêt parmi un certain nombre d'acteurs. Et en fait, aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de données carbone. On a le scope 1 qui sont les émissions euh, de l'entreprise, le scope 2 qui sont les émissions liées à la consommation d'énergie, le scope 3 qui sont les émissions liées à la chaîne de valeur à amont aval. Et donc, on va arriver à ce concept du scope 4 qui serait les émissions évitées. Et alors, il faut quand même le noter, bien que ce soit un concept qui aujourd'hui a un certain regain, c'est pas une donnée vraiment nouvelle ou un concept vraiment nouveau. Il existait par le passé. Et il est important de noter que s'il n'a pas fait, il n'a pas vraiment fait son chemin dans le processus législatif européen, notamment SFDR, c'est qu'il pose un certain nombre de problèmes, que ce soit méthodologiques et même des problèmes de principe. La méthode, la méthodologie, ça revient souvent, évidemment. C'est un enjeu, on le sait, en matière de ESG, notamment sur les questions environnementales. Euh, En quoi c'est différent ou pas d'ailleurs pour ce qu'on appelle donc les émissions évitées, le scope 4? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de débats sur les méthodologies, notamment ESG, notamment environnementales, mais le scope 4 amène vraiment des défis très particuliers. Et puis sur certains aspects, je pense que c'est vraiment une donnée qui peut être à la fois frustrante et décourageante, parce que premièrement, il y a vraiment un manque de données fiables, c'est-à-dire que dans de nombreux cas, il est vraiment impossible d'obtenir des données précises sur ce qui se serait passé en l'absence d'action d'entreprise. Donc là, ça pose vraiment un problème pour la qualité des données qu'on obtiendrait. Et on peut même se dire, si les données étaient, je dirais, disponibles, il va y avoir aussi vraiment des incertitudes quant à aux estimations évitées. Et parfois, on va avoir du mal à vraiment mesurer ce qui se serait passé si l'entreprise n'avait pas réellement fait d'investissement pour réduire ses émissions. Ensuite, il y a un vrai risque de manipulation. Parce que, encore une fois, on va être basé sur des modèles avec des données très complexes. Et là, il risque d'y avoir un risque élevé de manipulation délibérée ou même, je dirais même sans que ce soit délibéré, même de mauvaise interprétation des résultats pour servir à certains intérêts ou mettre en avant certaines stratégies. Et ensuite, et je pense que là, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est que c'est vraiment des méthodologies de mesure de scope 4 qui vont être sensibles à des biais et notamment des biais d'hypothèse de départ. C'est-à-dire que souvent on va faire une comparaison entre ce qui se serait passé si l'entreprise avait pris telle stratégie et elle a pris telle une autre, et donc on va faire le delta. Et ça nous rappelle quelque chose qui était très fort, notamment avec l'émergence des crédits carbone et aussi des green bonds, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu le nombre de projets de centrales électriques à charbon se multiplier à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'on partait sur une hypothèse centrale à charbon, et puis on disait, avec du financement, j'ai fait une centrale à gaz, donc j'ai moins émis, et donc c'est positif. Or, en fait, si on regarde, il y a beaucoup de données là-dessus, on voit bien que cette multiplication des centrales électriques à charbon avait vraiment pour but de maximiser ce delta entre les émissions qui auraient été liées au charbon et les émissions qui auraient été liées au gaz. Et donc, c'est là où on voit bien que l'hypothèse de base la plus négative va toujours être utilisée pour maximiser la mesure des émissions évitées. Au travers de ce que vous nous dites, Axel, on voit bien les difficultés de la méthodologie. Mais après, on se dit quand même que mesurer les émissions évitées, c'est comme une donnée, enfin je trouve que c'est une donnée qui peut potentiellement être utile pour évaluer, on va dire, l'impact des actions des entreprises sur leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est toujours ça, hein. Oui, mais là, justement, c'est là, à mon avis, que le bas blesse, parce que la mise en avant de ces données, des données évitées, en fait, peut être vraiment contradictoire avec notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est important de rappeler que l'objectif fondamental pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la réduction pure et simple des émissions au niveau global. Or, le scope 4, c'est une donnée qui est théorique et qui est découplée des émissions réelles. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation où on va avoir une augmentation des émissions réelles et une augmentation également des émissions évitées. Et donc, en fait, on peut avoir le sentiment, quelque part, en maximisant ces émissions évitées, d'être dans la bonne direction, alors que dans le même temps, les émissions globales
continue d'augmenter et donc que la lutte contre le réchauffement climatique est en fait va vraiment dans la mauvaise direction. Donc pour moi, on est vraiment là plutôt dans une donnée, je dirais, une donnée feel good plutôt qu'une donnée qui a un impact réel. Après le scope 4, on a compris à ses adeptes. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à ceux-là, à ces acteurs qui voient dans le scope 4 déjà l'opportunité, et c'est déjà ça de mieux valoriser le positionnement ou même la stratégie de certaines entreprises. On pourrait prendre l'exemple d'un fabricant d'éoliennes qui voit ses émissions augmenter en lien avec la croissance de son activité qui permet au final de réduire les émissions globales par la fourniture d'énergie décarbonée. Voilà un exemple. Oui, c'est vrai, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a déjà un herbier de données, notamment réglementaires, sur le carbone qui est extrêmement large. On le disait tout à l'heure, on a les scopes 1, 2, 3, on a l'intensité carbone, on a l'empreinte carbone, on a toutes les données aussi liées à l'impact positif avec la taxonomie, donc les revenus, les CAPEX, les OPEX alignés avec la taxonomie. Et enfin, on a aussi l'alignement des revenus avec, par exemple, l'ODD 13, l'objectif de développement durable 13, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, dans le cas précis que vous soulevez, par exemple, de l'éolienne, la manière de le valoriser, ça va être effectivement la part des revenus de cette entreprise alignée avec la taxonomie, avec l'objectif 1 de la taxonomie, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, on va bien capturer cette information et je dirais une entreprise renouvelable va avoir 90-95% de ses revenus alignés avec la taxonomie. Donc, on peut aussi voir le cas qui est parfois soulevé, de dire voilà, une entreprise qui va investir dans son appareil productif pour réduire son niveau d'émission, il faudrait qu'elle puisse le refléter. Là aussi, la taxonomie avec les CAPEX et les OPEX va pouvoir le refléter. Et puis, une entreprise qui investirait dans son appareil productif pour justement réduire ses émissions va soit voir ses émissions se réduire à activité constante, soit si son activité augmente, on va avoir une réduction de son intensité carbone. Donc, les données sont là. On a déjà, je dirais, la plupart des outils pour permettre à l'investisseur de capter les différents positionnements des entreprises. Et moi, ce qui m'inquiète avec l'arrivée d'une nouvelle donnée, c'est de rajouter encore plus de confusion auprès des investisseurs qui déjà, avec cet herbier de données, parfois sont un peu perdus. Alors, je vais être franc avec vous, j'ai quand même réfléchi très fortement à quelle entreprise pourrait réellement bénéficier de ce scope 4. Et alors, en France, j'en ai trouvé une. Effectivement, il y en a une pour laquelle je pense que ce serait pertinent. Cette entreprise s'appelle La Française de l'énergie et c'est une entreprise dont l'activité consiste à capter le méthane qui est émis naturellement des anciennes sites de mines à charbon dans l'est de la France, captent ce méthane, ils en font de l'énergie et du CO2. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, ils captent un gaz à fort pouvoir de réchauffement climatique, qui est le méthane. Ils en font de l'énergie et ils en font du CO2, qui est un gaz, je dirais, avec un impact sur le réchauffement climatique un peu plus faible. Donc là, effectivement, pour cette entreprise, ce serait pertinent. Mais on est dans un cas très très particulier. Et donc, il est un peu illusoire de penser que l'utilisation du concept de scope 4 va se limiter à ces cas très spécifiques pour lesquels ce serait pertinent. Bon, pardon, je vous le dis comme ça, Axel, puis je vous connais, vous n'êtes pas fan, j'ai compris, du scope 4, parce qu'en creux, non mais en creux, ce que vous craignez, c'est des stratégies de greenwashing, c'est ça en fait. Hein. Tout à fait. Oui, et c'est à la fois les stratégies de greenwashing et puis aussi c'est la confusion, c'est-à-dire pour l'investisseur de se perdre dans l'ensemble de ces données-là et ne plus savoir vraiment où chercher les informations qui seraient pertinentes pour sa sélection d'investissement. Donc on reste sur le scope 1, 2, 3, ça suffit en termes d'information? Non, scope 1, 2, 3, on a la taxonomie, on a les ODD, on a un certain nombre déjà de données avec les impacts, les incidences négatives principales qui sont dans SFDR. Donc, on a déjà, encore une fois, un grand nombre de données et je pense qu'il s'agit aujourd'hui de les prendre en main, de les valoriser, de comprendre comment est-ce qu'on peut les présenter à l'investisseur pour refléter sa stratégie d'investissement, plutôt que de rajouter encore des nouvelles couches de données qui risquent plutôt d'apporter la confusion. Allez, merci beaucoup. Explication signée Axel Pierron, directeur chez Morningstar Sustainalytics. Merci à vous. Merci David. Et ça vaut le coup revient bien sûr la semaine prochaine ici sur Boursorama.